Mom? Mommy's with the maggots now. What will be. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais revenir sur une des grosses attentes pour ma part de l'année, projet qui était très cher à mon cœur dans la mesure où il est le 5e opus d'une franchise qui pour moi est importante, très importante, film qui devait à la base sortir uniquement sur HBO Max mais qui au vu des premiers retours critiques qui étaient bons, voire très bons, a eu la chance, nous avons eu la chance de pouvoir le découvrir en salle. Il s'agira donc ici de chroniquer Evil Dead Rise de Lee Cronin. Donc pour revenir un petit peu sur la saga, pour vous montrer à quel point elle est importante pour moi, sans faire un podcast fleuve sur la saga Evil Dead, le premier film, le film original date de 1981, il est finalement la concrétisation en fait d'un court-métrage qui s'appelle Into the Woods, il me semble au niveau du titre, n'hésitez pas à me dire si je me plante un tout petit peu sur la nomenclature si je puis dire du film, qui était un court-métrage, c'est foncièrement un projet de potes qui réunit Sam Raimi, Rob Tapert, Bruce Campbell, aussi, c'est important, les frères Cohen et notamment Joel Cohen qui sera monteur sur le premier opus. Et pour le coup, l'idée c'est que c'est vraiment un minuscule budget. Grossièrement, Bruce Campbell, il me semble, Sam Raimi et Rob Tapert vont partir en fait, faire du démarchage dans le trou du cul des États-Unis et vont trouver une agence immobilière par-ci, un boucher par-là, un banquier par-ici qui vont financer le projet au fur et à mesure. Et pour le coup, ils vont réussir à récolter dans un premier temps, à faire ce démarchage-là un peu sauvage, $350,000, qui vont réussir à gonfler en $500,000 à terme, mais dont une grosse partie du budget en fait va passer dans le Super 16 qui va utiliser, donc dans la pellicule, qui coûtait très cher et qui coûte d'ailleurs toujours très cher. Et aujourd'hui, si vous voulez, le film à terme, en fait, le budget est quasiment tout dévoré par ça. Et ils vont bricoler avec 3 bouts de ficelle le reste, ils vont trouver une cabane qui appartient, il me semble, à Rob Tapert à la base, qui est une cabane complètement à l'abandon, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, pas d'eau courante, pas d'électricité, c'est très très compliqué. C'est quelque chose qu'on retrouvera, c'est des œuvres qui ont été accouchées, si je puis dire, dans la douleur quand même, dans le fun mais dans la douleur, avec Evil Dead 2. Et pour le coup, voilà, ils vont partir dans cette aventure, et ça va donner un film qui est très étonnant, qui brille par l'inventivité de sa mise en scène et par si vous voulez, l'ambition de Sam Raimi, parce que ça a beau être un tout petit film, il y a une ambition folle. C'est des trucs qui sont racontés, dont on parle en tout cas sur le tournage, du fait que Sam Raimi parfois mettait 8 heures à préparer un plan. Il y a des plans fous. Moi je pense à ce plan qui me marque toujours à chaque fois que je vois le film. On voit Ash déplacé dans la maison et vous avez une plongée digitale sur Ash qui vient du plafond et c'est en travelling latéral, donc on suit la progression de Ash pour le coup dans la maison, mais avec ce plan zénital. Et il y a des planches en fait, puisqu'on est entre le plafond et le faux plancher, si on peut dire ça comme ça, et on voit avec ce passage en fait qui se fait avec les différentes planches qui passent dessous, qui font une sorte de sound design hyper étrange. Et il y a plein d'idées comme ça continuellement dans Evil Dead. C'est un vrai film de mise en scène. C'est intéressant parce qu'on est sur du pur film de genre, et c'est intéressant parce qu'on a ce cadre de film de genre, ce cadre de film de possession, foncièrement c'est ça, de survival aussi forestier. Et à travers ce cadre, en fait, ça va laisser toute la latitude à Sam Raimi de pouvoir s'exprimer en termes de mise en scène. Ce qui est pas important, finalement, c'est pas tant ce que ça raconte en tant que tel, que la manière dont on le raconte. Et c'est ça qui est fou dans Evil Dead, c'est la manière dont c'est raconté. C'est assez incroyable. Il y a une sorte d'inventivité constante dans chaque choix des plans, dans chaque choix de mouvement de caméra. Bon, on connaît tous l'histoire de la shaky cam qui a été inventée par Sam Raimi pour pouvoir justement créer ces plans subjectifs, si je puis dire, du mal en fait, qui rôdent dans les bois, qui font des plans extrêmement spectaculaires en fait, encore aujourd'hui, qui fonctionnent à mort, que Lee Cronin d'ailleurs va reprendre ici, qui est devenu une marque de fabrique, une sorte de leitmotiv de la saga Evil Dead, qui fait qu'on reconnaît un petit peu cette patte-là particulière. D'ailleurs, Lee Cronin va s'en amuser un petit peu dans l'introduction du film. Donc c'est ça qui est assez génial. Il y a plein d'idées, plein de choses qui fait que la saga est extrêmement forte. Il y a aussi effectivement ce personnage de Ash également qui est important. Il y a toute cette mythologie d'ailleurs autour d'Evil Dead. C'est une mythologie qui est créée, qui est un peu Lovecraftienne avec le Necronomicon qui apparaît pour le coup dans chaque épisode. Il y a effectivement, c'est les Deadites qui sont traduits en français par la cadavéreux, il me semble. Et pour le coup qui font partie de cette mythologie. Et puis ce personnage de Ash, qui est un personnage finalement assez secondaire au fur et à mesure, qui est un personnage qui au fur et à mesure va se révéler héros malgré lui en fait, et c'est ça qui est aussi intéressant, et qui va progressivement prendre de l'ampleur à travers
la fin en tout cas du premier Evil Dead et qui va devenir le héros véritablement de manière vraiment qui est iconisée si je puis dire à partir du deuxième, qui est ce héros avec une tronçonneuse qui d'ailleurs se greffe la tronçonneuse si je puis dire sur son moignon au niveau du bras parce qu'il a dû d'abord s'amputer son bras à la tronçonneuse, bras qui a tenté de l'agresser, etc. Donc il y a ce truc là, mais il faut quand même prendre en compte que Evil Dead premier du nom est un film très sérieux, très premier degré, ça faut pas oublier, c'est un film qui pour moi en tout cas fonctionne encore, qui fout les jetons, quand bien même encore une fois il y a plein de choses qui sont datées, même si les effets de maquillage sont vraiment cool hein, pour le peu de budget qu'ils avaient, mais voilà, on est sur quelque chose quand même qui est assez rudimentaire, mais c'est justement la mise en scène qui va véritablement transcender ce budget finalement qui est très faible, et par cette mise en scène dingue, on arrive à susciter la peur, l'angoisse, mais aussi ces débuts en fait de folie graphique, de folie visuelle, de folie de mise en scène qui vont vraiment culminer lors du second opus, hein, pour le coup, Evil Dead 2. Il faut savoir que le premier Evil Dead, finalement, il va être poussé énormément en France lors d'une projection au Grand Rex, qui va vraiment faire exploser, en tout cas, la popularité du film. C'est un film aussi qui va énormément fonctionner lors de sa sortie VHS aussi. C'est ce marché de la VHS qui va énormément aussi faire connaître le film, qui va se poser très vite comme étant un pinacle du cinéma gore des années 80. En 87, on a donc affaire à Evil Dead 2, qui a un budget un petit peu plus conséquent, qui pour le coup va basculer véritablement dans autre chose. Alors ça qui est intéressant, et c'est pour ça c'est une manière aussi d'introduire l'Ichronine, c'est que la saga Evil Dead a une posture assez particulière dans la manière de se déployer. On n'a pas vraiment affaire à des suites à proprement parler. On pourrait parler de remake, puisque Evil Dead 2, dans une certaine mesure, est presque un remake de Evil Dead premier du nom. Moi, je parlerais plus de manière un petit peu plus générale, enlever ce qui est du remake, je veux dire, de relecture. C'est une relecture constante. Sam Raimi produit avec Evil Dead 2 une relecture de son premier film, une relecture caustique, qui va pousser à fond les potards, qui va pousser à fond l'inventivité graphique et visuelle, le délire, la folie, et ça c'est assez génial dans Evil Dead 2. Là on a vraiment ce basculement en fait où on passe vraiment d'une horreur très premier degré à une horreur, à un gore qui est très proche finalement du Tex Avery, hein, ce qui est finalement très proche. Le dessin animé, on peut même faire de manière générale, la comédie et le gore sont quelque chose d'extrêmement proche. Dans les deux cas il est affaire de souffrance. Dans l'un on rit de la souffrance d'autrui en restant extérieur, dans la comédie dans une certaine mesure, et dans l'horreur et le gore on va vivre avec par empathie en fait la souffrance, donc c'est deux genres très proches. Et le Tex Avery, le dessin animé, c'est exactement tout ce qui va apparaître en fait dans ce Evil Dead 2, où finalement on va donner une expression graphique, gore, sanglante, à des effets qui sont des effets finalement quasiment de dessin animé, hein. C'est ce que comprend très bien Peter Jackson aussi dans Bad Taste et Branded, qui sont des projets finalement assez similaires. Evil Dead, c'est un film qui se tourne en 3 ans. C'est pareil pour Bad Taste, c'est sur un très long laps de temps, que le film est tourné. Donc on a finalement beaucoup de similitudes là-dedans. On a cette entrée, cette progressive incursion aussi du slapstick au sein de cet univers Evil Dead, qui va devenir finalement aussi une marque de fabrique. Au-delà de sa mythologie, de son lore, qui est vraiment très simple. Et on a cette idée aussi qui est intéressante dans Evil Dead 2, comme je disais, de relecture constante. En fait, on relit d'une manière différente le film de base, sans forcément se poser comme étant une suite, même s'il y a des éléments qui sous-entendent qu'il y a quelque chose qui se suit. On suit toujours le personnage de Ash. On sait qu'il est déjà venu dans la maison de certaines mesures, puisqu'on a une sorte de résumé de l'épisode précédent dans le Evil Dead 2, mais c'est très étrangement posé. Et finalement, à terme, on s'en fout, en fait. Il y a une sorte de dialectique du cauchemar, du rêve, si je puis dire, dans le film, dont on s'en fout assez vite de la logique qui lie les deux opus, en fait. On se laisse embarquer dans le truc. Là, c'est le changement de ton qui est intéressant. Encore une fois, la mise en scène chez Sam Raimi est plus importante, et je pense de manière générale, c'est la mise en image est plus importante, en fait, finalement, que ce que raconte le film en tant que tel. Encore une fois, la narration est un cadre dans lequel justement Sam Raimi s'exprime en termes de mise en scène et raconte bien autre chose, encore plus riche à travers sa mise en scène, et grâce à son inventivité sans borne. Il y a tout un tas de trucs complètement fous dans Evil Dead 2 de mise en scène, qui sont encore une fois des plans d'une complexité hallucinante, qui ont dû être une horreur à réaliser en tant que telle. Je pense que l'horreur se trouvait aussi énormément sur le tournage. On a plein d'échos de ce tournage qui a été extrêmement complexe, notamment pour Ted Raimi, son frère, qui portait le costume d'Henrietta. Il faisait extrêmement chaud, il était
C'était une horreur, il pissait de la sueur absolument partout, ça devait être un cauchemar. Il y a pareil, il semble pour les lentilles aussi, que les portes les possédaient, les Deadites. Il y a aussi ce truc-là qui était finalement extrêmement désagréable pour les acteurs, ils voyaient pas grand-chose. Mais tout ça est fait avec du système D, c'est ça qui est absolument génial dans Evil Dead, c'est qu'il y a cette folie en fait sur le tournage qui est parfaitement traduite dans ce que le film donne par la suite. 1992, Evil Dead 3, qui était pour le coup annoncé à la fin d'Evil Dead 2, où Ash, armé de sa tronçonneuse fixée sur le bras pour le coup, truc qu'il avait bricolé dans la petite cabane à côté de la cabane dans les bois pour pouvoir se défendre, se retrouve propulsé dans une faille temporelle et se retrouve propulsé au Moyen-Âge, où les Deadites sont là, il va faire une connerie comme très souvent. Ash devient de plus en plus ce personnage, là où au début c'est un personnage finalement assez discret dans le premier. On va apprendre à le connaître, il va prendre ampleur, il y a une iconisation qui se fait, et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte aussi de la débilité du personnage en fait, mais qui est fondamentalement sympathique en fait. Il passe son temps, c'est un personnage gaffeur, c'est un personnage qui fait tout plein de conneries continuellement, et là, à cause d'une erreur, chose qui sera repris dans Ash vs Evil Dead, la série, hein, il va réinvoquer ce mal, mais pour le coup au Moyen-Âge. Evil Dead 3, c'est un film qui est très particulier parce que c'est pas foncièrement un film d'horreur. Moi je trouve qu'on est beaucoup plus dans une approche d'une comédie de fantasy, parce que c'est quand même ça. Il y a du référentiel à Monty Python, effectivement, il y a du référentiel à Ray Harryhausen aussi, il y a quelque chose là, il y a toute une séquence de baston avec la fameuse Armée des Ténèbres qui sous-titre le film, qui est pour le coup du pur Ray Harryhausen, c'est absolument génial. Evil Dead 3, c'est une vraie comédie encore une fois, mais avec cette ampleur, encore une fois, on n'est pas sur un énorme budget non plus, hein. On sent assez vite les limites du truc, mais il y a une sorte encore une fois de folie visuelle, de folie graphique, d'idées qui parsèment en fait qui parsèment mais qui fourmillent en réalité dans le film, qui fait que c'est absolument passionnant à regarder. C'est fait avec un amour absolument indéfectible. Alors pour Harryhausen, pour le fantastique, pour la fantasy, pour tout est absolument génial dans Evil Dead 3. Alors bien sûr c'est un délire qui s'éloigne progressivement, on est dans une suite pour le coup beaucoup plus affichée que le précédent, mais qui est aussi une relecture dans un cadre différent, et ça qui est aussi hyper intéressant, ça qui fait la richesse d'Evil Dead, c'est qu'on sait jamais là où ça va, et on est toujours surpris, et ça que je trouve vraiment très cool, et on suit toujours ce personnage, finalement, le lien entre ces diverses relectures, c'est le personnage de Ash, qui pour le coup a une évolution, là on peut avoir des soucis avec la cohérence d'un épisode à un autre, mais qui encore une fois c'est une note d'intention, hein. Fois quand je dis que c'est une relecture, c'est une note d'intention de dire chaque épisode pourrait se voir finalement indépendamment. Le personnage de Ash par contre a une évolution très cohérente d'un épisode à un autre, et Evil Dead 3 va parachever en tout cas cette figure de héros malgré lui, de héros gaffeur, de héros un petit peu beauf. C'est bourré de punchline, 13 années 80 pour le coup, qui fait que c'est hyper cool à mater tout le temps, c'est extrêmement drôle. Donc Evil Dead 3, voilà, c'est vraiment une sorte d'incursion finalement cohérente encore une fois avec tout le reste, qui est une suite un petit peu directe, et au deuxième, et qui pour le coup est absolument délicieuse à mater, et moi c'est un film que j'adore aussi, Evil Dead 3, quand bien même, encore une fois, là pour le coup, on s'éloigne un petit peu de l'horreur pure. Donc c'est-à-dire que on est parti de l'horreur pure avec Evil Dead premier du nom, et on s'en éloigne au fur et à mesure. Arrive en 2013 une relecture fomentée par Fede Alvarez, réalisateur uruguayen il me semble, qui a réalisé un film qui s'appelait Attaquer des Panicos, qui était un petit court-métrage que je vous conseille d'aller voir, qui est assez excellent, qui raconte l'invasion de Montevideo il me semble par des sortes d'immenses robots, mais tout ça filmé à taille humaine en fait. Et donc c'était hyper intéressant, il y avait un côté très found footage en fait dans Attaquer des Panicos, et donc il va être démarché par Sam Raimi, qui est toujours à la production avec Bruce Campbell d'ailleurs, pour pouvoir réaliser donc le remake de Evil Dead. Alors remake, pareil, moi je pense que c'est une relecture, il pourrait totalement inclure en fait le premier épisode d'Evil Dead sans aucun problème. On est sur des relectures encore une fois, sur une déclinaison si je puis dire d'une mythologie, et finalement ça marche très bien, on peut faire finalement alterner tout un tas de personnages. Alors pour le coup on se retrouve dans la cabane dans les bois de l'original dans une certaine mesure quand même, et on suit un groupe d'individus qui va venir s'y enfermer, découvrir le Necronomicon. On a trouvé une raison intéressante en termes d'écriture pour les amener à s'isoler, parce qu'on a tellement fait ce motif de la cabane dans les bois où un groupe de jeunes va se regrouper. C'est finalement un motif du cinéma d'horreur, mais qui a été injecté par Evil Dead. Et pour le coup, l'idée là, c'est d'essayer de trouver une légitimité finalement au fait que ces personnages restent. Et là, c'est parce qu'ils vont intégrer le personnage de Mia, qui sera pour le coup la future Ash dans une certaine mesure,
notre future héroïne pour le coup la tronçonneuse, parce que c'est quand même une saga très masculine jusqu'alors, et elle se féminise, si je puis dire, entre 2013 et 2023 également, puisque ça va être le cas où le casting sera complètement féminin dans Evil Dead Rise de Lee Cronin. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, donc, c'est qu'ils vont utiliser l'argument de la drogue. En fait, le personnage de Mia, donc, vient de faire pour le coup une overdose, elle s'en est sortie, et ses amis décident de lui faire un sevrage sauvage à l'intérieur de cette cabin in the wood, et on va découvrir le Necronomicon dans le sous-sol de cette maison qui a servi à moult rituels de sorcellerie. Et à partir de là, pour le coup, un personnage imprudent va lire le Necronomicon et le mal va se réveiller dans les lieux. Donc c'est un film qui, pour le coup, moi j'aime énormément, parce que là on a un retour à quelque chose de beaucoup plus radical. Là, le parti pris, c'est vraiment de partir de quelque chose de très réaliste, de revenir à quelque chose de très premier degré, et d'en faire des caisses en termes de gore, d'aller vraiment très très loin, que ce soit douloureux, très 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 douloureux, et le film l'est vraiment douloureux, c'est réussi sur ce point-là. En plus, Fede Alvarez, c'est un type qui pour moi fait partie des grandes révélations du cinéma d'horreur ces dernières années. Il réalisera par la suite Don't Breathe, qui est un film que j'adore aussi, il fait partie pour moi des meilleurs slashers / home invasion inversé, si je puis dire, de ces dernières années, qui est pour moi le plus fascinant, avec un des boogeyman les plus hallucinants qu'on ait pu trouver ces dernières années aussi, interprété par Stephen Lang, qui est cet aveugle de Blind Man. Pour le coup, là, on a vraiment cette sensation qu'on est en train de voir naître un vrai talent, ce qui était le cas en fait, ce qui est intéressant, parce que ça fait vraiment écho pour moi au premier Evil Dead, qui était la naissance de ce grand talent qu'était Sam Raimi, à travers ce petit cadre de cinéma de genre. Bah là, on a ce même petit cadre de cinéma de genre, et on voit naître une mise en scène qui est particulièrement inventive, qui est particulièrement graphique. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette Evil Dead version 2013, c'est qu'il y a ce côté très opératique, qui n'était pas le cas vraiment dans le premier, quand même le premier d'ailleurs avait été traduit en français, il me semble, l'opéra de la terreur. Je trouve que pour les coups, dans ce Evil Dead version 2013, il y a vraiment ce côté très opératique, notamment à l'aune de son final, qui était incroyable visuellement, cette cabane sous une pluie de sang, où il y avait vraiment pour le coup des hectolitres de sang, et ce démon qui poursuivait le personnage de Mia. Et on avait cette iconisation de ce personnage de Mia qui se retrouvait comme hache à se couper, de manière beaucoup moins drôle, slapstick, que ce n'était le cas dans Evil Dead premier du nom. Là pour le coup, Evil Dead 2, pardon, elle se coupe le bras de manière différente, et elle va utiliser cette tronçonneuse aussi pour achever le démon. Et là, pour le coup, il y avait quelque chose de très très fort aussi à ce moment-là. Il y a des plans qui sont très iconiques, notamment cette contre-plongée dantesque sur la cabane, encore une fois couverte de sang, avec Mia au premier plan, au centre du cadre, qui était pour le coup trempée de ce sang. Et puis en termes de gore, voilà, zéro limite, hein, le film allait très 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 loin, c'est très graphique, c'est très dur, c'est pour le coup très réaliste. Il y a beaucoup moins ce côté grotesque dans celui-ci, en fait, où il y a vraiment un retour à quelque chose de très premier degré, à une angoisse de la souffrance véritable. En fait, c'est ça qui... Le film fonctionne pas foncièrement sur une tension, si je puis dire, qui va vous terrifier au sens où vous vous attendez peut-être à être terrifié. Là, on a une sorte d'appréhension totale de la souffrance et l'angoisse de la souffrance que vont subir les personnages. C'est un film qui est très sadique, et encore une fois qui est très radical dans son sadisme qui est assez raffiné, il faut le reconnaître. Et il y a tout un plat de plans gore. Bah, ça faisait longtemps quand je l'ai vu en 2013 au ciné que j'avais pas vu un film, une production quand même assez conséquente de horrifique qui allait aussi loin. Ça fait longtemps que je m'étais pas pris autant de sang dans la gueule au cinéma pour une production de ce type. Donc Evil Dead version 2013, c'est foncièrement un vrai plaisir, une vraie réussite, qu'on a encore une fois un petit peu, je trouve, à tort mis dans le cas des remakes, mais pour moi ça n'est pas vraiment, encore une fois c'est une relecture. On retrouve tous les éléments, toutes les récurrences de l'univers Evil Dead et de l'écriture des Evil Dead, mais réinvesti de manière totalement différente. Et ça qui est, je trouvais, assez folle, tout en étant finalement assez cohérent avec tout ce qui est cohérent et pertinent avec tout ce qui précède. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un gros oui sur ce remake, un film que j'aime énormément, que je trouve visuellement somptueux et qui est véritablement un opéra de la terreur. Je vais pas parler de la série Ash vs Evil Dead, qui est une série au demeurant que j'aime énormément aussi, qui vont beaucoup plus s'attarder sur le personnage de Ash pour le coup, et avec beaucoup d'humour. L'idée c'est de retravailler, il y a plein d'idées. Lee Cronin a fait ses débuts dans la série, en tout cas ses débuts dans le cadre d'Evil Dead dans la série. Voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Sam Raimi n'a réalisé que le premier épisode, mais voilà, il est quand même investi dans le projet, c'est bourré d'idées, c'est plein de monstres, il y a une grosse scène gore par épisode. Malheureusement c'est un truc qui n'a pas fonctionné, c'est dommage d'ailleurs, parce que ça aurait pu aller plus loin.
Mais voilà, tout ce qui a été fait pour le coup c'est vraiment riche. Je trouve que c'est intéressant, l'évolution du personnage de Ash est plutôt intéressante, parce que finalement on nous présente un personnage qui est un héros mais dont personne ne reconnaît qu'il est héros, personne n'a vu ce qu'il a pu faire et ce qu'il a fait, il est même accusé d'avoir massacré ses amis dans la cabane. Donc finalement il se replie et il devient une sorte de misanthrope, beauf, raciste, tout ce qu'on veut. Un personnage assez détestable, mais qui en même temps, pour lequel, parce qu'on le connaît dans ce qui a pu précéder, on a une empathie pour lui, et qui va au fur et à mesure de cette épopée, qu'on constitue dans cette mesure ces 3 saisons, va prendre en ampleur, va finalement revenir sur le devant de la scène, et sortir un petit peu de ce cocon pas très très moral dans lequel il s'était cloîtré, tout en gardant toutes ces bonnes vieilles punchlines de redneck beauf. Mais voilà, il y a une évolution de ce personnage qui est intéressante et qui est finalement assez légitime en disant voilà, étant donné que tout ce qu'il a pu vivre dans les 3 premiers opus n'ont pas été considérés par autrui et même mal considérés parce qu'on ne le croit pas, l'existence des Deadites, etc. Il se replie dans cette misanthropie beauf qui fait que voilà, on comprend assez bien en fait pourquoi il en vient là et ce qui va l'amener à la suite. Alors malheureusement, Bruce Campbell, on ne le retrouvera pas par la suite, puisque il raconte d'ailleurs que, faisant à peu près toutes ces cascades, il peut plus, en fait, il s'est bousillé, entre autres, le dos, en fait, sur la série Ash vs Evil Dead. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage, on le retrouvera pas, mais en même temps, c'est bien de passer à autre chose. Je trouve que le passage de flambeau avec le personnage de Mia était vraiment intéressant. Et on en arrive à Lee Cronin, pour le coup, et à son Evil Dead Rise, donc sorti il y a une semaine. Qu'en est-il véritablement? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, pour le coup, pour vous donner un peu un avis global, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je me suis éclaté. J'ai eu un petit peu ce même ressenti que j'ai pu avoir avec la version de 2013. Alors, on est sur quelque chose de différent. Moi, je trouve que là où Evil Dead 2013, on a quelque chose de très radical, très viscéral, vraiment très premier degré, et puis qui ramenait véritablement Evil Dead dans une réalité très crue, finalement, très réaliste. Là, on est un petit peu entre deux eaux, en fait, finalement, on est entre Evil Dead 2013 quand même, parce qu'on a quand même ce côté assez réaliste, cette réalité un peu sordide qui est dépeinte, et en même temps on a cette folie qu'on trouve dans Evil Dead 2 en fait. Je trouve qu'il est vraiment entre le remake de 2013 et Evil Dead 2 en termes de délire graphique, notamment tout ce qui va se passer dans le 3e acte, qui pour moi est vraiment le gros point fort du film. Le film met un peu de temps à démarrer dans une certaine mesure, mais je trouve que c'est pas mal parce que finalement il contextualise bien son truc. Ça permet de nous attacher à ces personnages qui sont somme toute assez sommaires, parce que c'est quelqu'un dans tous les Evil Dead, les personnages sont décrits de manière assez sommaire, mais on arrive assez rapidement à s'y accrocher. Et là pour le coup c'est pareil, moi j'ai très vite accroché à ce groupe, pour le coup, ce casting quasiment intégralement féminin. Il y a le frère de la famille, mais autrement c'est un casting qui est intégralement féminin pour le reste. Et puis quelques voisins effectivement, mais en tant que tel, voilà, j'entends les protagonistes sont féminins principalement. Et pour le coup, on s'y attache assez vite à ces personnages qui sont assez touchants, qui ont des trajectoires de vie différentes, qui sont posées en tout cas par Lee Cronin sans véritable jugement en fait. Et au fur et à mesure, en fait, le fantastique va venir pénétrer la réalité, et à partir de là, au bout d'un moment, il y a un point de rupture et on bascule dans une sorte de folie furieuse, de folie gore. Le film est très 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 graphique, se fait vraiment plaisir. Et là, pour le coup, on retrouve cette folie propre à Evil Dead 2 à pas mal de moments, et genre, encore une fois, dans le dernier acte en particulier. Donc, pour revenir un petit peu là-dessus, on est vraiment sur une relecture. Le film ne se veut pas une suite à proprement parler de Evil Dead version 2013. Il s'intègre pas vraiment dans la timeline de manière un peu globale. On a quelque chose au début, on a une sorte de prologue, en tout cas, une ouverture, avant que l'intitulé, le titre arrive pour le coup, qui se passe dans la cabane dans les bois, où on s'amuse justement à jouer avec les attentes du spectateur, puisque le film se délocalise en ville par la suite, où on a ces de cabanes dans les bois, et au fur et à mesure de ce truc-là, d'ailleurs le premier plan rappelle énormément la shaky cam qu'on retrouvait pour le coup dans tous les Evil Dead, qui est un peu une marque de fabrique aussi, qui fait qu'on est dans Evil Dead, et on va retrouver ça, mais Lee Cronin va s'amuser avec ça en nous montrant que finalement ce plan était un plan de drone. À partir de là, on retrouvera un petit peu plus tard le plan simili, si je puis dire, chez Kikam, mais si vous voulez, point de vue subjectif du mal. Mais pour le coup, on va s'amuser avec ces trucs-là, avec ces attentes. Et on a ces 5 premières minutes qui vont commencer. L'idée, c'est de poser une scène choc dès le départ, et qui vont finalement, c'est un récit cadre de base, donc on retrouvera cet élément à la fin, et qu'est-ce qui nous a amené, puisque le récit de nos protagonistes, de nos groupes de protagonistes, se passe un jour plus tôt, 24 heures plus tôt. Donc on suit finalement, pour résumer rapidement l'histoire, une jeune femme qui va aller retourner vivre chez sa sœur quelque temps. Sa sœur a 3 enfants. Ils habitent tous dans un bâtiment, dans une tour qui va être
très très rapidement détruite. Donc là, ils vivent leur dernier jour là-dedans. Elle vit donc tout seule avec ses 3 enfants, puisqu'on apprend assez vite que son mari est parti, l'a lâchement un petit peu abandonné. Et donc pour le coup, sa jeune sœur qui déboule, elle, ça fait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, il me semble, hein, pour le coup, qu'elle ne l'a pas vue. Et elle déboule un petit peu comme ça parce qu'elle a besoin d'aide, donc tension entre les deux. Il va y avoir le soir où elles vont se retrouver un tremblement de terre alors que les enfants sont partis chercher une pizza pour nourrir, si je puis dire, la soirée. Et à partir de là, ils vont se retrouver justement à farfouiller dans le sous-sol parce qu'ils sont venus en voiture dans le sous-sol, dans le parking au sous-sol. Il y a un grand trou qui va se creuser. D'ailleurs, ce qui est plutôt rigolo puisque c'était foncièrement le concept du premier film de Lee Cronin qui s'intitulait The Hole in the Ground, donc on retrouve ça. Et le frère de la fratrie va trouver un coffre-fort dans ce trou dans lequel il va trouver un Necronomicon. Il est DJ, donc il va s'amuser, il y a des vinyles aussi autour, il va passer les vinyles, et dans les vinyles un petit peu comme ce qui était le cas des bandes dans le premier Evil Dead, pour le coup ici c'est un personnage, un individu du clergé, je puis dire, qui est en train de réciter, qui est en train de lire le livre des morts, et qui va pour le coup donner la formule qui va réveiller le mal et qui va venir attaquer la famille et posséder dans un premier temps la mère. Voilà, en gros, pour résumer un petit peu ça. Et les enfants vont devoir survivre avec l'aide de leur tante face à la folie furieuse du mal qui a intégré la mère. Donc voilà, globalement c'est ça, on est sur un survival finalement en huis clos. Alors ce qui est intéressant pour le coup, c'est que le film va jouer en fait d'un truc, plutôt que l'idée de délocaliser, d'aller en ville. C'est intéressant, l'idée c'est de simplement montrer que finalement on est encore plus isolé en ville qu'on l'est dans une forêt au truc, tout le monde s'en fout. Il y a une séquence où un personnage essaie d'interagir avec quelqu'un extérieur en hurlant qu'il y a un problème, que ça va pas, mais tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est montrer ce côté isolement quand même dans un lieu qui est peuplé, qui est très peuplé, qui est surpeuplé. Et d'ailleurs peut-être plus il l'est, moins on a d'intention, plus on est dans l'individualité, moins on va s'inquiéter du destin d'autrui. Donc finalement on crée de l'angoisse sur ça. Alors évidemment on n'a pas tant de travail hors de ça et c'est vraiment un huis clos hein, l'idée. Et puis je trouve que c'est plutôt intéressant en fait de renverser le truc. On va se retrouver en ville, donc dans un lieu qui se veut vaste, et non finalement on vous enferme dans un lieu clos. Donc c'est ça qui fait que le film arrive très très bien à être cauchemardesque, à créer l'attention parce qu'on est dans cet appartement et on va quasiment pas en bouger. Et on va se retrouver vraiment confronté à ce mal qui va pervertir cette relation familiale. Alors il y a tout un questionnement sur la maternité. Hein. Alors j'ai pas vu moi le premier film de Lee Cronin, mais la question de la maternité a priori était très 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 présente dans le film. Là ce qui est intéressant, c'est bon, il y a tout un questionnement sur la famille et sur la maternité en particulier. Et il y a un questionnement qui est finalement assez ambigu en fait, c'est-à-dire que on montre les divers, si vous voulez, les incarnations, si je puis dire, de la maternité. De la plus protectrice et sacrificielle à la plus toxique en fait, et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de déclinaison de la figure maternelle à travers ce personnage de la mère qui se retrouve possédé, mais qu'on découvre dans un premier temps et qui est pour le coup complètement dévoué à ses enfants. Et pour le coup c'est ça, et d'ailleurs au passage à chaque fois qu'elle reprend connaissance et quelques fois où elle y est, elle se dévoue pour ses enfants, elle est dans une démarche sacrificielle, mais en même temps voilà, la figure maternelle est quand même retravaillée à terme en fait, puisque notamment voilà, je vais spoiler, on spoil, oui, alors voilà, Evil Dead Rise, moi j'ai trouvé ça vachement bien, voilà, gardez ça en tête, et puis pour ceux qui ont vu le film, eh ben, vous pouvez continuer, et ceux qui s'en foutent d'ailleurs, vous pouvez continuer. Mais dans le dernier acte, attention, je spoil donc maintenant, je le refais, on a quand même cette figure maternelle qui va absorber ses enfants, alors qui ne veulent pas quitter ou qu'elle ne veut pas quitter, pour devenir ce monstre protéiforme avec moult membres qui ramène à la créature d'Inside, hein, très clairement, qui a un côté très nippon aussi, hein, d'ailleurs moult passages de désarticulation de la possédée en particulier ramènent énormément au cinéma d'horreur japonais, à Ring en particulier, ou au personnage dans Ju-on de Kayako, ça s'il me semble, avec ce désarticulement du corps. Donc vous avez tous ces éléments-là et cette créature, au final, alors c'est bourré de références, hein, le film est très 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 référencé, référentiel à sa propre saga finalement, mais il y a du fanservice hein, foncièrement, mais moi ça m'a pas tant gêné, je trouve que c'est assez cohérent. Notamment on reprend la séquence de l'œil par exemple d'Evil Dead 2 qui est reprise ici, hein, de manière un petit peu différente mais qui est quand même présente très clairement ici. D'ailleurs il y a pas mal de référentiels finalement à Evil Dead 2 en particulier, donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un truc assez direct avec, même si on est très premier degré, hein, c'est
une sorte d'itération d'Evil Dead 2, mais premier degré, si on peut poser ça un petit peu comme ça, en tout cas dans la folie graphique. Il y a tout un tas d'idées à ce niveau-là qui sont vraiment intéressantes, en tout cas sur la manière de travailler la maternité. Alors parfois, effectivement, il y a 2-3 choses, notamment par la toute petite de la famille, qui dit à un moment donné à sa tante, tu seras une bonne mère, puisque sa tante, on le découvre assez vite, et ça faut quand même... là, on est dans le spoil, donc j'y vais, elle est enceinte, et sait pas trop quoi faire, et c'est pour ça qu'elle vient voir sa sœur. Et pour le coup, elle lui dit qu'elle sera une très bonne mère, parce que pour le coup, elle sait mentir aux enfants, puisqu'à un moment donné, elle lui demande si elle pense qu'elle va sortir, et elle dit oui, on va sortir, on va se battre, etc. Donc il y a quand même cette idée de nuancer la figure maternelle que je trouve intéressante. Alors évidemment, c'est mis dans la bouche d'un enfant, c'est un peu contestable parce que c'est un enfant qui parle comme un adulte, donc on y croit un petit peu moins à ce moment-là, mais l'image, en tout cas le discours qui est derrière, est plutôt intéressant. Donc on est sur des hommages continuels, je parlais de la référence, il y en a beaucoup de références. À Evil Dead, il y a une obsession pour Shining aussi qui est très présente. On a une séquence de l'ascenseur en fait que vous avez pu voir dans le trailer, il me semble aussi, avec des hectolitres de sang qui est intéressante, qui est une séquence symboliquement qui est assez chargée, qui pour moi ramène voilà cette idée de l'accouchement. On a cette petite fille qui se retrouve expulsée et qui renaît à travers cet ascenseur, et puis cette tante qui va accepter sa maternité à ce moment-là, accouchement dans la douleur, etc. Donc c'est une séquence qui est finalement référentiel, mais qui a du sens dans le propos global du film, et que je trouve vraiment pour le coup visuellement hyper chouette. Il y a plein de trucs, tout le dernier acte pour le coup est visuellement assez fou. Il y a des créatures spectaculaires, il y a du gore qui en fait des caisses, puisqu'il y a quand même ce final iconique, classique, qui est encore une fois une récurrence dans Evil Dead, un passage obligé, avec le personnage de la tante qui va brandir la tronçonneuse et massacrer un petit peu comme faisait Mia l'entité maléfique, le monstre, avec cette tronçonneuse de manière particulièrement gorasse. Mais tout ça, et ça je trouve ça important, ne vient pas phagocyter en fait l'ensemble. Moi j'ai pas l'impression d'avoir ce clin d'œil complice continuel en fait. C'est agréable à regarder, c'est rigolo, mais en même temps ce truc là a du sens dans cette itération d'Evil Dead. C'est intéressant, c'est pas juste quelque chose qu'on va mettre de manière purement cosmétique. C'est une référence à celui qui sait, mais ça ne va pas venir aliéner le visionnage d'un individu qui n'aurait pas vu ce truc là, ça va pas faire qu'il manque quelque chose. Donc c'est dosé je trouve avec finalement pas mal de parcimonie. Il y a encore une fois plein de références ça et là, encore une fois qui sortent simplement du strict cadre d'Evil Dead, mais c'est fait intelligemment. La plus grosse et la plus directe effectivement étant la référence à Shining, que je pense vous ne louperez pas évidemment. Et un petit peu comme la vision d'Evil Dead de Fede Alvarez en 2013, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ça qui est intéressant. Il y a une véritable poésie du gore. Alors, je sais pas qu'il est aussi opératique que celui de Fede Alvarez, mais il y a quand même une sorte de poésie macabre, de la dislocation, de la destruction du corps que je trouve très intéressante dans le film. Le film va très très loin en termes de gore, et il est particulièrement sadique vis-à-vis de ses personnages, notamment vis-à-vis des petits enfants aussi. Les enfants en prennent quand même plein la gueule dans le film. Y compris la petite qui, même si elle prend moins cher physiquement, psychologiquement elle est détruite à la fin, faut être quand même clair. Donc je trouve que c'est intéressant parce que elle va se retrouver notamment à buter sa sœur, enfin de manière assez sale, donc alors qu'elle a 6 ou 7 ans, donc c'est quand même méchamment sadique, et les deux, sa grande sœur et son grand frère, prennent très 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 cher physiquement. Donc le film est vraiment méchamment sadique, c'est rare de voir un film comme ça vraiment hargneux, qui a envie de faire mal, qui fait mal à ses protagonistes, duquel vraiment on va véritablement vivre par empathie la souffrance. Je sais que j'en parlais pour le coup avec Rachel, que vous connaissez sur la chaîne, puisqu'elle a fait, et je mettrai le lien en description une fois, voilà, pour glisser ça, la vidéo sur les jeux vidéo que nous avons faite, pour le coup il y a quelques temps de cela. Et pour le coup elle me disait qu'elle a vécu un véritable cauchemar, et en fait une fois que la machine est lancée, même si ça prend un petit peu de temps, on enquille véritablement des séquences gore les unes après les autres, sans vraiment nous laisser le temps de respirer, qui sont encore une fois extrêmement sadiques, extrêmement douloureuses, et ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a ce côté cauchemardesque en fait, et qui est renforcé par le côté huis clos. On a l'impression qu'on peut pas s'en sortir, et que les personnages vont tomber un à un sous l'emprise de la créature, et faire subir les pires tourments à leurs proches. Et ça marche très très bien, et c'est vraiment terrifiant. Moi j'ai ressenti, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une vraie tension. Je trouve que le film a créé une tension, on est mal à l'aise, on a envie que ça se termine au sens positif du terme, et on a envie que ça dure en même temps. Il y a ce côté où on aime ne pas aimer ce qu'on regarde, et ça c'est assez délicieux. Et on est dans cette dialectique finalement très très proche de Fulci, sur l'approche notamment du gore et de cette poésie du macabre et du gore,
Alors, loin de moi l'idée de dire que Lee Cronin est Lucio Fulci, faut pas non plus déconner, mais n'empêche que je trouve qu'il y a quelque chose dans sa gestion de l'espace qui réinvente continuellement. Il essaie quand même si on est à huis clos, de réinvestir continuellement ce lieu-là pour essayer de créer de l'inventivité à l'intérieur de ce lieu clos, pour rester dans le lieu clos et conserver l'attention, mais en même temps renouveler le truc et que tu t'emmerdes pas. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant qui était déjà à la base aussi, qui a encore une récurrence dans Evil Dead, qui est le travail sur les fusils de Chekhov. Là, il y en a tout un tas, en fait, toutes les armes qui sont disséminées dans la maison, tous les objets que vous voyez qui ont une importance et qui sont dans le cadre vont resservir plus tard. Donc il y a un truc très ludique aussi avec le spectateur. Yeah, well, Big Al also says dogs can't look up. Think about it. Andy with a blade, gruff demeanor, Bernie the trophy wife. He's connected. Why do you think there's a rifle above the bar? Because the pub's called the Winchester. Exactly. Why don't you just shoot him, man? Ed, for the last time. I fucking knew it! De s'amuser justement avec ce qu'il va anticiper, avec son appréhension, mais son anticipation de manière un petit peu plus globale, puisque l'appréhension c'est quand même plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse, quelque chose c'est la somme de toutes les peurs, dirait Wittgenstein. Mais si vous voulez, là on va jouer avec notre attente aussi. Donc, vous avez tout un tas de trucs, hein. Vous avez la paire de ciseaux au début, vous avez l'aiguille poupée, puisque la mère fait du tatouage, donc il y a l'aiguille poupée, vous savez qu'il va resservir. Vous avez ce bâton que la petite dernière de la famille, elle met une tête de bébé dessus. Et cette tête de bébé, elle l'utilise pour faire un monstre, pour faire peur à un monstre, etc. Parce qu'elle a des angoisses nocturnes. Et sa grande sœur, elles vont s'amuser, elle va péter le truc et ça va faire une sorte de pieu avec comme il va être brisé le bout de bois, qui servira aussi, et qui servira d'ailleurs à la petite pour tuer sa sœur. Donc vous avez un travail, Sophie Tchekhov, alors je pense aussi à la tronçonneuse, hein, qui apparaît de manière un petit peu, si vous paraît un peu étrange, un peu inopinée, certes, mais elle est là depuis le début en fait, parce que le premier allée que vous voyez faire dans le parking, vous voyez ce camion avec une tronçonneuse dessus, qui est un camion de coupage de bois, je suppose, et vous avez cette tronçonneuse dessus, et si vous êtes coutumier de Evil Dead, vous savez que ça va servir très très vite, c'est dans le plan, enfin vous avez le fusil aussi, il y a un fusil de Chekhov au sens le plus propre du terme qui soit. Donc vous avez tout un tas de trucs, c'était quelque chose qui était présent dans Evil Dead, dans le premier Evil Dead, on attendait l'utilisation de la tronçonneuse, et ce qui était intéressant, c'est que Sam Raimi jouait avec ce truc-là, avec un fusil de Chekhov qui n'en était pas un à terme, puisque la tronçonneuse ne servait pas véritablement en tant qu'arme dans le premier Evil Dead, et vous la retrouvez un petit peu plus décalée temporellement dans le 2. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, et quelque chose aussi de très ludique avec le spectateur, où on s'amuse avec lui, à l'aune de ces multiples fusils de Chekhov qui sont disséminés dans ce décor qui est continuellement réinvesti, quand même il est clos et assez étriqué. On va retrouver au passage tout un tas de trucs avec l'ascenseur aussi, hein. On parlait de l'ascenseur avec Shining aussi, mais l'ascenseur est aussi un lieu important. Moi c'est un truc qui m'a fait énormément penser, je parlais au cinéma japonais tout à l'heure, à Darkwater aussi, dans cette manière d'apprendre, et puis la question de la maternité, c'est quelque chose qui est important dans Darkwater et qu'on retrouve ici aussi, que je trouve vraiment très très cool. On a la séquence, si je puis dire, qu'on retrouve, qui est récurrente dans Evil Dead, avec le viol d'un personnage par un arbre et par les branches de l'arbre là que vous retrouvez avec les câbles dans l'ascenseur. Donc, mais tout ça, voilà, on a cette idée de décliner ça dans un contexte un petit peu différent, d'essayer d'adapter ces récurrences d'Evil Dead qui fait qu'on comprend que c'est une relecture dans un cadre un petit peu différent pour renouveler la chose et pour dire peut-être autre chose. Donc, pour le coup, Evil Dead Rise, pour revenir un petit peu globalement à la chose, c'est un film super intéressant. Moi, je me suis personnellement éclaté, vraiment, ça a été un vrai plaisir de se manger autant de gore dans la gueule là pendant 1h45, c'était un vrai bonheur là-dessus à ce niveau-là. En plus des effets, il y a un peu de CGI mais c'est quand même pas mal prosthétique, donc on se fait quand même bien plaisir en termes de gore graphique, d'effets de plateau, il y a vraiment des trucs très cool. Il y a une vraie tension qui est très soignée, qui est bien maîtrisée. Il y a un cadre qui évidemment est pas forcément peut-être le cadre urbain que vous attendiez, mais qui fondamentalement sert très bien le propos de rester dans un cadre urbain plutôt étriqué et de retravailler un petit peu comme l'était la cabane dans les bois où Sam Raimi s'amusait à foutre sa caméra absolument partout où c'était possible pour créer des plans, des cadres improbables qui étaient gênants, malaisants, etc. Et il y avait cette idée de réinvestir un lieu clos et d'essayer de le réinventer continuellement et de réinventer continuellement la manière de le filmer. Là c'est exactement pareil, on réinvente continuellement, on essaye en tout cas, encore une fois c'est pas du Sam Raimi non plus, mais on essaye autant que faire se peut de le faire et le mieux possible, et ça fonctionne vraiment bien. Comme je disais, il y a une tension qui fonctionne très bien, de part en plus cette dialectique un petit peu du cauchemar qui fonctionne à merveille et qui fait que
c'est vraiment tendu et on est vraiment pas toujours à l'aise, on a envie que ça avance, on a envie qu'ils s'en sortent. Il y a une caractérisation comme d'habitude minimale des personnages, mais qui a du sens quand même et ça fonctionne très bien. Et puis on a un final vraiment fou qui pour moi convoque vraiment tout un pan du cinéma japonais, du cinéma notamment de photo. Je parlais tout à l'heure de Darkwater, du chef-d'œuvre de Hideo Nakata, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut retrouver comme résurgence ça et là. Et c'est vraiment très cool. Et c'est un film, encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui est méchamment sadique, et ça fait vraiment très plaisir. Donc, Evil Dead Rise, qu'est-ce qu'il y aura après? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Une autre relecture, certainement. Pourquoi pas, en fait, encore une fois, l'idée de la relecture est quelque chose d'intéressant. Là, pour le coup, Nick Ronin, et je vais m'atteler à voir son premier film, il me semble, a investi le truc avec ses propres problématiques, ses propres questionnements esthétiques, ses propres questionnements autre qu'esthétique, un narratif, dramaturgique, etc. Donc, pour moi, en fait, c'est intéressant comme approche. C'est le cas de Fede Alvarez. Hein. Fede Alvarez avait réinvesti, en tout cas, ce cadre-là. L'idée, c'est toujours d'avoir un cadre et de l'investir. Et ce qui est pas important, c'est pas tant. Ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on raconte que la manière dont on le raconte. Petit truc aussi sur lequel je veux rebondir, j'ai oublié, il y a aussi un très très bon travail sur le son aussi. Petite parenthèse aussi, notamment tout le travail avec les vinyles qui est vraiment super chouette. C'est une parenthèse, mais le son aussi soutient extrêmement bien aussi les effets gore aussi, qui sont... c'est important qu'ils soient secondés par un son qui soit tout aussi explicite que les effets graphiques. Donc, petite parenthèse, les effets sonores sont incroyables, le travail sonore est vraiment très très bien. Donc voilà, je trouve que Evil Dead, encore une fois, c'est une saga que je trouve n'a jamais démérité. Il n'y a pas d'erreur en fait dans la saga. Je trouve que c'est une saga qui arrive à se décliner au travers de ses metteurs en scène au fur et à mesure, et qu'il arrive à le faire très très bien, certainement grâce au passage à une très bonne production. Bruce Campbell, Rob Tappert et Sam Raimi qui sont là depuis le début, et qui je pense quand même font vraiment attention à leur bébé, et qui je pense aussi, il y a cette idée là, comme eux étaient des fanboys à l'époque de cinéma d'horreur, de comédie aussi beaucoup Sam Raimi, il y a cette idée aussi d'offrir la chance à de jeunes réalisateurs en fait de s'exprimer de la même manière, de laisser exploser, on va dire, leur inventivité, leur créativité au sein de ce lore, de cette diégèse, de ces récurrences, de ces passages obligés, de cette saga, de ce cadre finalement. Et je trouve je pense qu'il y a cette envie aussi de donner sa chance à de jeunes réalisateurs pour pouvoir s'exprimer dans ce cadre et de l'utiliser, de le distordre, de s'amuser avec pour faire un petit peu ce qu'ils avaient fait, comme finalement ils avaient fait en 81, en fait au tout début de leur carrière, et qui a finalement été le terreau très fertile de leur future carrière, Sam Raimi entre autres. Donc ne le loupez, Evil Dead Rise sous aucun prétexte en salle, parce que je trouve que c'est un film qui fonctionne d'autant plus en salle. Ça aurait été dommage de ne le voir que sur HBO Max, même s'il sort d'ici quelques temps, sur HBO Max ça va aller assez rapidement. Mais voilà, je vous conseille très très fortement, c'est un film qui est fort, qui est prouvant, qui est dur, qui est gore, qui est à la fois extrêmement groovy, pour reprendre évidemment le personnage de H, qui est fun, qui est ludique, mais qui est aussi méchamment sadique, et c'est suffisamment rare ce type de truc, et c'est au passage j'insiste sur le fait que c'est bien filmé, bien monté aussi, peut-être un petit cran en dessous de Fede Alvarez, qui pour moi vraiment est un talent actuellement de l'horreur qui est foufou et dont j'attends vraiment les futurs projets, mais qui ne démérite pas du tout, et qui est un vrai moment de plaisir, de folie, de gore craspec et radical, comme on n'en fait plus beaucoup souvent dans le cinéma mainstream. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, je vous remercie beaucoup de votre attention, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé, en tout cas j'espère que le film vous plaira autant qu'il m'a plu, et puis je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une bonne soirée, salut!